Avril 1945. La Seconde Guerre mondiale est à l'agonie. Berlin, autrefois fière capitale du Reich d'Hitler, est devenue une ruine dévastée. L'artillerie soviétique pilonne la ville jour et nuit, réduisant des quartiers entiers en ruines. Les incendies font rage sans être maîtrisés, et l'air est lourd de fumée et de désespoir. Sous la chancellerie du Reich se trouve le bunker du Führer, un abri en béton armé construit pour résister à de lourds bombardements. C'est ici, à environ 8 mètres sous terre, qu'Adolf Hitler passe les dernières semaines de sa vie. Le bunker est exigu, faiblement éclairé et étouffant, avec un air vicié et une angoisse permanente. Il n'a jamais été destiné à servir de centre de commandement pour un empire en train de s'effondrer, mais c'est ce qu'il est devenu. À la mi-avril, la situation est critique. Les alliés occidentaux ont traversé le Rhin et progressent en Allemagne centrale. À l'est, l'armée rouge a encerclé Berlin, et leurs batteries d'artillerie sont suffisamment proches pour que chaque heure apporte de nouvelles secousses au mur du bunker. Hitler, autrefois la figure charismatique commandant des millions de personnes, est maintenant un homme diminué et tremblant d'une 50aine d'années, ravagé par le stress, la maladie et la tension de longues années de guerre. Sa main gauche tremble de façon incontrôlable. Ses mouvements sont saccadés et raides. Certains témoignages suggèrent la maladie de Parkinson. D'autres évoquent les conséquences des amphétamines et de sa mauvaise santé. Quelle qu'en soit la cause, le Führer n'en impose plus. À l'intérieur du bunker, son cercle rapproché se réduit. De nombreux hauts responsables ont fui Berlin, pressentant la fin. Heinrich Himmler, l'un des lieutenants les plus fidèles d'Adolf Hitler, a entamé des négociations secrètes avec les Alliés. Hermann Göring envoie un télégramme sous-entendant qu'il devrait prendre la direction, un acte qu'Adolf Hitler interprète comme une trahison. Même parmi ceux qui restent, la confiance s'effrite. L'atmosphère est empreinte de paranoïa et de désespoir. Adolf Hitler continue de tenir des réunions militaires quotidiennes, bien qu'elles soient de plus en plus déconnectées de la réalité. Des cartes de l'Allemagne et de l'Europe sont étalées sur les tables, couvertes de flèches et de marqueurs d'unités qui ne correspondent plus à des armées opérationnelles. Les forces allemandes défendant Berlin sont surtout composées de Volkssturm, de vieillards et d'adolescents. Tandis que les forces allemandes défendant Berlin sont appuyées par des soldats réguliers épuisés et des fragments d'unités SS, Hitler donne des ordres à des divisions qui n'existent plus, ordonnant à des armées fantômes de contre-attaquer les soviétiques. Ces généraux, connaissant la vérité, acquiescent en silence, refusant de le confronter au désespoir de la situation. La nourriture dans le bunker est rare, l'air est humide, l'éclairage, brutal. Le docteur Ernst Günther Schank, un médecin présent lors de ces derniers jours, se souviendra plus tard de ce contraste étrange. À la surface, Berlin est en train d'être déchiré. Sous terre, on tente de maintenir une certaine normalité. Repas, conversations, même des blagues. Mais tout est assombri par la terreur. Les bombardements constants font trembler les murs, et les nouvelles empirent d'heure en heure. Le 20 avril 1945, jour du 56e anniversaire d'Adolf Hitler, le bunker reçoit un flot de visiteurs. Parmi eux, Joseph Goebbels et sa famille, Martin Bormann et d'autres fidèles. Au-dessus d'eux, les forces soviétiques s'enfoncent plus profondément dans la ville. Dans le jardin de la chancellerie, les obus d'artillerie tombent si près que le sol tremble violemment. Adolf Hitler accueille ses invités avec un sourire creux. Il les remercie, mais il n'y a aucune célébration, seulement une sombre reconnaissance que la fin est proche. Dans les jours qui suivent, Berlin est coupé du reste du monde. Le personnel restant d'Adolf Hitler le supplie de quitter la ville et de tenter une percée ou de fuir vers le réduit alpin dans le sud de l'Allemagne. Il refuse. Pour lui, abandonner Berlin serait une trahison de son propre mythe, celui d'un chef qui ne déserterait jamais sa capitale. Au lieu de cela, il devient de plus en plus isolé, passant des heures dans ses quartiers privés et n'en sortant que pour de brèves réunions. Le 22 avril, lors d'un briefing houleux, Hitler éclate de fureur. Il déclare que la guerre est perdue, que le peuple allemand lui a fait défaut et qu'il restera à Berlin jusqu'à la fin. Certains témoins rapportent qu'il s'effondre en larmes, submergé par le désespoir et la rage. Après ce jour, il n'est plus question de fuite, seulement d'actes finaux. Pendant ce temps, sa relation avec Eva Braun, sa compagne de longue date, entre dans son dernier chapitre. Braun l'avait rejoint dans le bunker malgré les propositions de fuite. Elle avait passé des années avec Hitler, principalement en privé, sans jamais participer aux fonctions officielles. À présent, alors que le Reich s'effondre, elle reste à ses côtés par loyauté ou par amour, sachant parfaitement qu'elle sort latent. Le 28 avril, de sombres nouvelles parviennent au bunker.
Heinrich Himmler a tenté de négocier les conditions de la reddition avec les alliés occidentaux. Pour Hitler, c'est la trahison ultime. Il ordonne l'arrestation de Himmler, même si à ce stade cela n'est que symbolique. Son pouvoir en dehors du bunker a disparu. Ce même jour, il apprend le sort de Benito Mussolini, capturé par des partisans italiens, exécuté, son corps pendu sur une place publique. La nouvelle le bouleverse. Il aurait déclaré qu'il ne subirait pas une telle humiliation de son vivant. Dans la nuit du 28 au 29 avril, au milieu des bombardements incessants, Hitler accomplit un dernier geste étrange de normalité. Lors d'une brève cérémonie improvisée dans la salle des cartes du bunker, il épouse Eva Braun. Sous les yeux de Joseph Goebbels et Martin Bormann, le mariage ne dure que quelques heures. Les jeunes mariés partagent une célébration modeste, un peu de champagne, un repas tranquille, tandis que le plafond résonne des explosions. Tôt le 30 avril, Hitler réunit son personnel. Il les remercie pour leur service, distribue quelques effets personnels et donne des instructions pour que son corps soit brûlé après sa mort. Il sait ce que les soviétiques feraient s'ils le capturaient vivant, ou même s'ils mettaient la main sur son cadavre. Les forces de Staline étaient réputées pour exhiber les restes de leurs ennemis vaincus, et Hitler est déterminé à leur refuser cette satisfaction. Cet après-midi-là, vers 15h, il se retire avec Eva Braun dans ses appartements privés. Avant cela, il teste une capsule de cyanure sur sa chienne bien-aimée, Blondie. Le chien meurt instantanément. C'est la dernière répétition glaçante de ce qu'il s'apprête à faire. Quelques minutes plus tard, ceux qui attendent à l'extérieur entendent un coup de feu étouffé. Lorsque le valet de Hitler et d'autres personnes entrent dans la pièce, ils découvrent la scène. Hitler est assis sur un canapé, un pistolet à la main, une blessure par balle à la tempe droite. À ses côtés, Eva Braun repose sans vie, après avoir pris du cyanure. Elle porte encore la robe sombre qu'elle avait choisie pour leur mariage. Il n'y a pas de temps pour le deuil. Suivant les ordres, le personnel du bunker enveloppe les corps dans des couvertures, les transporte par les escaliers étroits jusqu'au jardin de la chancellerie et les dépose dans un cratère peu profond. À la surface, l'air est rempli de fumée et de débris. Des obus soviétiques tombent à proximité. Ils versent de l'essence sur les cadavres et y mettent le feu. Les flammes consument les restes, tandis que ceux qui lui sont encore fidèles restent silencieux ou adressent des saluts rapides et tremblants. Pendant des heures, les corps sont brûlés, retournés à la pelle, réarrosés d'essence jusqu'à ce qu'il ne reste presque rien. Finalement, sous des bombardements constants, ce qui reste est enterré à la hâte dans le cratère. Le 2 mai, les troupes soviétiques envahissent la zone. Ils découvrent le jardin ravagé par les obus et les fouilles, ainsi que des fragments qu'ils croient être les restes de Hitler. Ceux-ci sont emmenés à Moscou, examinés puis gardés dans le plus grand secret pendant des décennies. Les soviétiques n'ont jamais tout confirmé publiquement, alimentant ainsi les rumeurs et théories du complot sur une possible fuite d'Hitler. Mais le témoignage de ceux qui étaient dans le bunker est clair. Il est mort le 30 avril 1945 de sa propre main. Dans les jours qui suivent la mort de Hitler, Joseph Goebbels devient brièvement chancelier, mais même lui ne peut nier la réalité. Le 1er mai, il empoisonne ses 6 enfants dans le bunker. Ensuite, lui et sa femme se donnent la mort. D'autres tentent de fuir et sont capturés. Berlin se rend. La guerre en Europe se termine en moins d'une semaine. Les derniers jours de Hitler ne sont pas ceux d'un chef triomphant ou d'un martyr qui lance un dernier défi. Ils constituent le dernier chapitre d'un homme consumé par le délire, piégé dans un bunker tandis que l'empire qu'il avait construit s'effondre autour de lui. Il laisse derrière lui un héritage de dévastation, des millions de morts, des villes entières en ruine, et un monde à jamais marqué par ses crimes. Ainsi, en cet après-midi gris du 30 avril 1945, alors que les soldats soviétiques combattaient dans les rues de Berlin, la vie d'Adolf Hitler s'est terminée non pas sur un champ de bataille, mais dans une pièce sombre sous terre, avec ses peurs, ses échecs et les cendres du monde qu'il avait tenté de créer.